Top 100 all time, top 100 all time. Top 100. Yes sir. Avec mon bel accent anglais. Oui monsieur. Qui fait fleurir des jolis commentaires de gens qui doivent être absolument parfaitement bilingues, je pense. En même temps, tout le monde est parfaitement bilingue. C'est bien connu. On est quel jour? On est Monday. On est lundi. Ouais. The best day of the week. Le meilleur jour de la semaine. Allez, je vais tout faire en anglais aujourd'hui. Allez, c'est parti. Allez, amazing. We're gonna have a great time, hein. Je vais vous le dire direct, hein. C'est le lundi, le meilleur jour de la semaine, et donc chaque semaine doit commencer avec un épisode du Top 100 All Time. Vous le savez, sur cette saison 2019-2020, on passe des places 100 à 1. En juin, ça va être absolument n'importe quoi. On a déjà fait beaucoup de monde. Ouais. Boum. Place 64, ça veut dire qu'on a bien fait une bonne trentaine. Juste je te coupe, t'as dit bon appétit ou pas? D'abord je dis le truc et après on fait... Ah pardon, je crois qu'on... Tu sais, après je dis qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui. Sinon les gens ils attendent pour démarrer à manger. C'est ça le problème en fait. C'est qu'est-ce que ça mange aujourd'hui. C'est que le mec il a son quinoa là, son pamplemousse, mais il attend qu'on lui dise bon appétit, tu vois. Never, les gens sont patients. Ouais. Et donc comme vous le savez, on a déjà fait une trentaine de joueurs pour regarder tous les épisodes précédents. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange? Ah là, vu le temps, franchement, moi je recommande un bon vieux cassoulet. Truc chaud, un peu épais, pas gras, parfait pour l'hiver. Non? Mais pourquoi pas, tout à fait. Un cassoulet en hiver, il y a que ça de vrai. C'est pas mal. Ouais. N'hésitez pas à balancer évidemment tous vos avis culinaires. Des bisous à toutes nos teams. Évidemment, ma team Trône, elle est présente. Hein, bien fluide après le cassoulet, on le sait. Hein. 4 ans écart. Voilà, je vous présente Alexandre Martin. 4 ans et demi. Il parle de cassoulet, je parle de Team Trône et il explose de rire. Non, évidemment, toutes les zones team. Il y a eu des copains qui ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux. Il y a la team faire du vélo chez soi, devant les. Boris, qui nous a envoyé une photo. Il y a des teams bizarres. Tout à fait. Team Swift. Ouais. C'est ça, c'est Swift. Team Swift, ouais. Zwift. Home trainer, je sais pas quoi, enfin bref. Allez-y, faites-vous plaisir. Team muscu. Team transport, ça reprend. Ouais, grave. Ils peuvent maintenant. Ils peuvent. Tout à fait. Team gastro aussi, ça reprend. Ouais, ça, ouais, c'est vrai. Faut faire gaffe, la team. Il y a pas mal de teams. Ouais. Il y a pas mal de teams. Team rupture, tout ça, on pense à vous, évidemment. Il y a la team Kobe qui commence à stresser aussi. On les a vus un peu. Ah ouais, là. La team Kobe. La team stress. Là, je te dis, son gosse avec. Oh, la team hypochondriaque. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, la team Kobe. Tout à fait. Début février, on l'avait prévu. On l'avait dit. Le modèle, il n'a pas changé, vous le savez évidemment. On est d'abord sur un petit question-réponse. Donc, on a pris plusieurs des commentaires des épisodes précédents pour y répondre. Maintenant, ensuite, on fera les reveals des places 66, 5-4, comme dirait Alex. Exactement. Et après, on aura un petit débat sur un sujet, ma foi, fort sympathique. Ok, cool. Super. On perd pas le temps? Vas-y, fais péter les questions. Bien commencer la semaine, ça passe par évidemment interagir avec preguntas. Oui, les preguntas. On est polyglotte, hein, c'est lundi, c'est la fête. Je regarde des séries en espagnol, c'est pour ça. En même temps, il y a du monde qui vient à Paris cette semaine, donc il faut être au taquet. Faut peut-être se mettre au grec. Allez, vas-y, question. Question et dédicace à monsieur Jean Villegrain, qu'on connaît bien, qui nous a posé une question. Oh, le Jeannot! Jeannot de l'antenne! Jeannot qui nous a posé une question. C'est quoi cette question? Déjà, merci à vous tous pour le taf. Bah, merci à toi aussi. Petite question, est-ce que vous avez des différences entre vos plans A3 et votre top 100? Exemple, un gars que vous avez foutu sur le banc pendant un plan A3, mais qui se retrouve mieux classé que votre titu dans votre top 100. C'est possible. Moi, j'en ai un, c'est sûr et certain. Ah, je sais lequel c'est. Espèce de mytho. Quoi? Tu t'es trompé dans le plan A3, tu vas être obligé de le reconnaître, mais bon. Absolument pas. Absolument pas, parce que le plan A3, c'est les préférences. Mais oui, premièrement, c'est les préférences, et deuxièmement, par exemple, moi, il y a peut-être des mecs, il faudrait que je check exactement, mais il y a peut-être des mecs que j'ai mis remplaçants, et finalement, le mec que j'ai cuté quand c'était très serré, ce mec que j'ai cuté va être devant mon remplaçant. Mais le mec que j'avais mis remplaçant dans mon plan A3, c'était aussi par rapport au mec que je mets titulaire. Et c'est ça, c'est que Alex, notamment, quand il le faisait dans les plans A3, vous pouvez tous les regarder, parfois c'était non mais je l'aime bien lui avoir en backup, parce que du coup, il peut être bien par rapport à lui. Alors que moi, par exemple, c'était genre, je m'en fous de sa carrière, je l'aime ce joueur, donc il va être titulaire. Donc oui, évidemment, donc oui, il peut y avoir des différences, ouais. C'est ça, donc la bise, évidemment. Ça va être rigolo, ça. Question de Ness Rosade. Question, si vous deviez faire le... Il va falloir que tu sortes ton tableau. Vas-y, je t'écoute. Si vous deviez faire le meilleur 5 majeur avec vos joueurs déjà classés. Oh, ok. Quel serait votre 5 majeur? Bon, allez. J'ai combien de temps? J'ai une demi-heure? Je pense que je te ferais une petite raquette. J'ai Giannis en ailier. Ailier fort, je pense que je mettrais Giannis. J'ai Giannis. Je pense que je serais assez tenté de lui adjoindre un petit Alonso Morning. Parce qu'il attaque assez bien, Alonso, il peut stretch un minimum avec un petit shoot. Je vais mettre T-Mac avec Giannis. Je vais mettre Giannis en 4 et T-Mac en 3.
Moi, je mets Giannis en 4. Je mets Alonso Mourning au pivot. Je vais prendre à l'aile. Qu'est-ce que je vais prendre à l'aile? Je vais mettre Mutombo en pivot. J'ai Giannis, Mutombo et T-Mac. Et il me faut un arrière et un meneur. À l'aile, je vais prendre Melo. Ouais, le spacing. Hein. Spacing de Melo à l'aile. Oui, monsieur. Je te mets Pete Maravich à l'arrière. Et du coup, à la main. Qu'est-ce que je pourrais prendre à la main? J'ai Damian Non, Pete Lillard. Maravich et Melo, ça va pas, ça, en fait. Damian Lillard à la main, Chris Mullin en arrière, Tracy McGrady en ailier, Giannis en 4 et Dikembe Mutombo en pivot. Allez, viens me chercher. Moi, j'ai Anferni Hardaway Ah, d'accord. à la main. Bon, bah. J'ai Pete Maravich à l'arrière. J'ai Grant Hill à l'aile. Giannis et Alonso Mourning. Vas-y, viens me chercher aussi. C'est bon. Mais quoi? Mais tu rigoles ou quoi? Un quinoa Je pamplemousse. switch tout. Un quinoa Je switch pamplemousse. tout. Bon. Et en attaque, je suis injouable. Dites-nous qui vous avez dans votre top 100 et qui vous classez à l'heure actuelle, hein, c'est-à-dire entre les places 100 et 64. Hein. Voilà. Bah, par contre, vous avez vu combien de temps j'ai mis à le faire. C'est pas le fruit d'une grosse réflexion. Non, on l'a fait à chaud. qu'on soit je suis clair. D'accord. Question de Robin Job. Nouvelle question pour vous, les amis. Accordez-vous de l'importance au palmarès ABA? Je pense notamment à des joueurs comme Julius Erving, Moses Malone ou encore Rick Barry qui accumulent des stats bien meilleurs si on prend en compte leur début de carrière ABA. Encore une fois, merci pour ce top 100. Merci, Robin. Pas tant que ça. Hein. Le palmarès, non. Par contre, ce que tu as produit quand même, enfin, je veux dire, après le palmarès, moi, je n'accorde pas trop d'importance au palmarès. Genre, t'es champion de Les champions d'ABA. Franchement. Ça compte? Oui, ça compte, mais c'est pas très. C'est tout en bas. Tiens, à l'épisode précédent, on a fait un peu une espèce de hiérarchie des trophées et tout. Bon, bah, t'as été MVP de ABA, c'est bien, c'est super, je suis content, mais ça va pas peser de si lourd que ça. T'as été All-Star en ABA, c'est très bien, mais c'est pas non plus un truc Voilà. de ouf. Par contre, si t'as été vraiment sur plusieurs saisons le meilleur score de ABA ou que t'as vraiment dominé, Si t'as été le meilleur joueur de l'histoire de la ABA, par exemple, bon, bah, ça va peut-être piquer un petit peu. je crois que tu vois, t'as par foutu Danicel par exemple toi dans ton truc, Ouais. il a quand même un bon bout de carrière en ABA. Ouais. Et il y aura un type avec une afro aussi qui va discuter quand on sera ouais, ABA. ouais, Et on a fait du Artis Gilmore. Ouais. On avait qui d'autre? Il est quand même possible que Moses Malone arrive à un moment ou un autre quand même dans notre top 100. C'est ça. Ah, quand même. Spencer Haywood, tant qu'il n'est pas passé, je crois pas. Enfin, George Gervin, il a fait de la ABA, lui. Ah oui, Hein quand même. Ouais. Oui, bien sûr. Voilà. Donc oui, non, ça compte. C'est pas un critère d'une importance folle, mais ça compte. On est bien d'accord. Garde ton tableau, parce qu'il y a moyen que ça te demande un tout petit peu plus de réflexion. Non mais tu vas voir. Question de Nicolas Gaffan. Quel est selon vous le joueur qui a le plus progressé entre sa saison rookie et son prime? Dans ceux qu'on a déjà sortis? Ou, enfin... Tout court. Il manque un petit élément. Tout court. Dans les meilleurs joueurs quand même. J'ai l'impression que Kobe a souvent ce truc un peu quand même d'être passé direct. Kobe, en plus, le truc, c'est que... Kobe, ça démarre mal. Hein. Enfin, Ça démarre. Ça démarre pas sur les chapeaux de roue comme des Jordan ou des Karim Abdul-Jabbar. Magic, Bird. Magic, laisse tomber, ouais. Ben voilà. Bird, laisse tomber. je sais D'ailleurs, pas, ça ouais. joue un petit peu hein, dedans. Enfin, je veux dire, Hein si t'as été très bon dès le début jusqu'à la fin, il y a moins que tu sois mentionné en juin. Quand tu commences ta carrière et que direct tu mets 25 points par match, puis qu'après tu fais ça toute ta saison, bah ouais, c'est Toute ta carrière, ouais, c'est clair. Toute ta carrière, pardon. Kobe, évidemment, dans ceux qui nous impressionnent aujourd'hui, les Kawhi Leonard. Hein. Enfin, je veux dire, en rookie, c'était pas Giannis. Giannis quand même. Ça cause. Putain, Giannis. Bien sûr, Allez voir les bien sûr. lignes de stats de Giannis à saison rookie. Bon, après, voilà. Bien Et sûr. allez voir les lignes de stats aujourd'hui. Tout à fait. Dans ceux qu'on a là, je crois pas que Klay Thompson était incroyable en rookie. Non, mais il est pas non plus incroyable Tout à fait. statistiquement. Chris Bosh était correct Ouais. en rookie. Alors, je pense que Giannis. Dennis Rodman. Dennis Rodman, mais Giannis, il cause très fort. Oui, bien sûr. Et puis Mais t'as raison, l'exemple Kobe est très bon. Kobe Je suis me d'accord. semble quand même. Tracy McGrady aussi. Parce que Tracy McGrady joue pas trop, il est un peu remplaçant au début avec les Raptors. Ouais, KG c'était pas top aussi, hein. Garnett. C'était bien, mais quand tu compares avec le Prime, tu fais Ouais, genre. ok. j'avoue. Barclay, non, Voilà. Barclay fait de ses Westbrook, rookies c'était honorables. bien. Et après, je ne vais pas faire de spoil. Hein Voilà, c'est ça. Voilà pour Nicolas. Question suivante de Xoria67. Est-ce que Tata Nicole est dans le top 100 all-time? Numéro 1. Dans nos cœurs. Numéro 1. Dans le cœur. Ah, le spoiler! Numéro 1. Pourtant, la semaine dernière, ils ont tous vu que tu étais. Elle représente l'Est? Hein? Ouais. Elle est à l'Est? Bien D'accord. sûr. Ok. Elle est complètement à l'Ouest. Bah, bien tu sûr, parles. Tata Nicole, pas de panier facile, rien du tout, mon gars. Je te le dis, moi. Pivot. Regarde Ouais. les deux là. Intenable. K11 OG qui nous demande si on effaçait vos fichiers avec votre top 100 et que vous deviez le refaire,
arriveriez-vous à faire le même ? C'est pas possible. Non, je pense pas. Moi, à l'heure actuelle... Le même exactement, tu veux dire, genre, à la place 72, le même joueur et tout ? Non, je pense pas. Et honnêtement, je veux pousser la question un tout petit peu plus précis. Si là, actuellement, dans ta tête, là, jusqu'où tu montes dans ton top, 20, 25 ouais, je monte à 20 sans problème. Je monte à 25 Ouais, max. je monte à 20, et après, je commence à bégayer. Problème. Après, par contre, je commence à... Voilà, je commence à me dire, bon, ok. Ah, je l'ai mis lui, là. Ouais. Je l'ai mis... Ouais. 25. 15-20 sûr, sans problème. Ouais. 25, ça doit pouvoir se faire. Après, c'est compliqué. C'est clair. Non, tu fais un top 100, t'effaces les fichiers, bon, bah, tu refais tout. Laisse Hein. tomber, tu refais ton C'est-à-dire qu'avant-hier, t'avais mis Peter Maravich en 73, tu fais quand même... Quand même, allez, mettre 62. Allez, quand même, allez. C'est que Chris Bosch, quand même. Ouais. Tu sais quoi, en Top fait, 80, Mutombo, je vais pas le mettre dans le top 100. Parce qu'en plus, on a discuté pendant tout ce temps-là, donc forcément, c'est un peu... Eh oui, tu discutes avec tout le monde et tout, donc c'est... Voilà. Ce qui veut dire, faites-le. Faut le faire, hein, comme exercice. Faites-le, mais évidemment. ne l'effacez pas. C'est ça. Question de Jonathan Lacaille. Salut Lacaille. Trash Talk. Ma question est simple. Avez-vous vu des images de tous les joueurs de votre top 100, soit des matchs, des highlights ou des vidéos ? Oui. Ouais. Si c'est pas le cas au mais- moment de se poser la question, je fais l'effort d'aller en voir. Parce que j'aime bien, en fait... Normalement, il y en avait pour tous. Il y a des joueurs où c'est plus ou moins simple. Il y a des joueurs, il y a plus ou moins d'images. Il y a des joueurs, il y a très peu et tout. Mais j'aime bien quand même aller me faire un avis, notamment moi sur mes petites marottes. Tu vois, j'aime bien aller regarder comment shoot un mec. Juste sa gestuelle. voilà. C'est quoi son geste en fait ? Comment il shoot ? Tu vois ? Genre, est-ce que c'est beau ? Est-ce que c'est pas beau ? Oui. Est-ce que c'est propre ? Est-ce que c'est pas propre ? Est-ce que son coude il sort de l'écran ou pas ? Rien que ça. Ensuite, j'aime bien aller regarder pour voir le style du gars. Genre, est-ce que j'ai une sensation de vitesse, de puissance ? Comment il monte au dunk ou pas ou quoi ? Ouais, bien sûr. Donc ouais, j'essaye d'en voir le plus possible. Après, attends, il y a des joueurs années Non, 50, évidemment. 60. Alors moi, c'est tendu, hein. C'est mon kiff perso, hein, c'est de me laisser plonger dans l'obscurité de YouTube et d'essayer d'aller trouver des pépites ou sur le net. Voilà, enfin il y a des... Je télécharge aussi un peu, je sais que Un c'est pas petit bien, peu, mais voilà, quand je c'est peux pas trouver tip-top. des trucs, je les télécharge. Et il y a des copains qui nous ont envoyé d'ailleurs des photos là-dessus. Il y a des matchs des années 70 où tu vois Pete Maravich et tu fais genre bon, j'ai 3 quarts d'heure, je sais pas quoi faire. Ça j'aime bien. J'aime bien voir comme ça, tu vois. Là, il fait rêver quoi. En Comment plus, il fait rêver en plus. Il fait rêver. Quand tu commences à regarder. C'est ça. Après il y a des mecs vraiment obscurs où là c'est dur. Désolé, j'ai pas de 8 mm de Will Chamberlain. George Mikan, bon. Il est dans le top, ça. Wilt, on a des images. Hein. On a des images. Il y a des mais bon. vraies images de Non, bien Wilt. sûr, mais moi j'aime bien les highlights, mais j'aime bien surtout me faire des matchs complets. Et là, il y en a certains où c'est rude, quoi. C'est vrai que c'est bien d'avoir ou des J'ai- matchs complets ou au moins des vrais bouts de match plus que juste des compilations d'actions. J'ai pas le halftime show de Bob Cousy, tu vois. Enfin. Non, c'est j'avoue. compliqué. J'avoue. Mais on essaie au max, oui. Et puis de toute façon, si on faisait un top 100 avec des mecs qu'on n'a jamais vu jouer, on remballe la chaîne et puis voilà. Non, on essaye. Après, voilà, hein, on va pas se mentir. Plus les mecs sont récents, plus c'est facile. Hein. Je suis bien d'accord. Ça, c'est clair et net. Hein. Eh bien, ma foi, tu sais quoi ? Vas-y, C'est tout pour les questions. d'accord. Bon, bah, c'était bien. Eh oui. Si vous avez d'autres questions, évidemment, balancez-les. Il y en a eu plein, je sais, mais on a gardé notamment celle-là. Si vous avez des questions que vous avez posées, notamment, n'hésitez pas à regarder les épisodes précédents, parce qu'on y a probablement répondu. Moi, quand je fais la sélection, notamment, c'est parce que ça a été déjà demandé. Exactement. Faut faire un rewind, tout simplement. On enchaîne ? Reville. On va reviler. Ceci est une tablette. Ceci est un stylo. C'est bien. Et ça, c'est un effaceur. Et regarde ce que je vais faire, je vais le donner à Alex. Eh ben, c'est magnifique. Et ça, c'est énorme. Vous pouvez le faire aussi, vous prenez une tablette, un stylo, une feuille, un dos d'emballage de Milka, ce que vous voulez. Et on va passer à la place numéro 66. Alex, sur quel poste on est ? Moi, je suis à l'intérieur un peu. Hein, ouais, quand même. moi aussi quand même. Ah. On traîne. Je vais dire ça. On traîne pas mal sous les cercles. Ah. C'est un titre d'album, ça. Ça aurait pu. S'il avait fait de la musique. On traîne pas mal sous les cercles, frère. Ah, il est là, le worm. Dennis Rodman. Tough Chase. Je trouve que ça lui va bien le 66 comme chiffre à Rodman. Je trouve que le 69 lui allait mieux, mais... 66, tu vas bien. Plus, vu que pour ceux qui ne savent pas, Dennis Rodman, il y a 2-3 stories assez drôles. Oui, Dennis Rodman, il est là. 66. Ouais, tu l'as mis quand même. Je ne l'ai pas mis dans mon top beaucoup 100. moins bien classé que moi, hein, mine de rien. Ah, clairement. Je sais plus combien tu l'avais mis, mais je pense qu'il y a bien 10 places d'écart. Je vais te dire ça, mais ouais. Je dirais à l'œil. Ouais. 10, 15 peut-être même. Ah non, peut-être pas quand même, peut-être pas 15 quand même. Si, je crois qu'il Ah va non, dans tu l'as 4. mis en 80, si tu l'as mis en Si, 80. je pense que je l'ai mis en 80. Sérieux ? Ouais. Ok. Pour les raisons que j'ai expliquées dans cet épisode, il est en... Non, il est en 76. Ah bah 10 places d'écart. Magnifique. Franchement, il a été plus haut.
chez moi. Mais il a baissé un peu parce que vous allez voir des gens que j'ai mis après là m'ont obligé à baisser mon Dennis. Hein. Mais oui, non mais c'est clair, mais je suis d'accord, c'est vrai qu'offensivement, bon bah, même s'il aurait pu, on peut toujours dire ça, parce qu'il a montré par moments qu'il avait un peu de toucher, qu'il pouvait potentiellement, tu vois, c'est pas un manchot en attaque, c'est juste il shootait quasiment jamais, quoi, enfin, ou alors c'était du rebond offensif. Donc ça, c'est vrai que ça joue contre son dossier, mais sinon, enfin, je veux dire, enfin, c'est un dossier de malade en fait, Dennis Rodman, en fait, c'est un vrai dossier de malade, avec beaucoup de choses, des records déjà qui seront peut-être déjà jamais battus, peut-être. Et beaucoup de choses très marquantes par rapport à ce qu'il est dans l'histoire de la NBA, le winner de ouf que c'est, mine de rien, finalement, tout son parcours. Je veux dire, Dennis Rodman, il arrive en NBA, il a déjà bien 24-25 piges, parce qu'il traîne un peu en NAIA, là, avant, là, tu sais. Parce que, en fait, je vais pas refaire toute l'émission. Ah si, allez, tiens, je vais faire tout Dennis Rodman, c'est parti. Quand il est au lycée, il est pas mal au basket. Mais en fait, le problème, c'est qu'il est un peu petit. Et du coup, à un moment, il grandit, et là, on commence à faire ouais et tout, pourquoi pas, faut voir et tout. Mais il va pas aller en NCA, il va aller en NAIA. Attends, bouge pas. Sous conseil de la sœur, hein, notamment. National Association Intercollegiate, voilà, je cherchais Athletics. Donc c'est c'est une autre truc de college, donc d'universitaire. Où là, il va quand même tout bien casser là-bas. Et ce sont les Pistons qui vont le récupérer. Alors qu'il a 25 ans en 86, si je dis pas de conneries, je crois que c'est ça, ou 86 ou 87. Il va d'abord démarrer sur le banc, hein, parce qu'il y a quand même du monde à l'époque. Il y a Sidney Green au poste d'ailier fort, t'es entre du Dantley ou de Aguirre. Non, d'abord c'est Dantley, je crois, quand il arrive, lui, qui doit être aux Pistons, je pense. Puis t'as déjà des bons joueurs de banc, hein, t'as Vinnie Johnson et tout, donc t'as déjà des minutes de prise sur le banc, t'as Bill Laimbeer évidemment dans la raquette, t'as Rick Mahorn à l'ailier fort. Et au moment de l'expansion de 88-89, là, les Wolves vont prendre Rick Mahorn, et qui finalement va finir aux Sixers. Mais en tout cas, ça va libérer une place dans la rotation générale des Pistons, qui sont en train de devenir très sérieux en mode bad boys à cette époque. En 88, ils sont quand même en finale NBA, les garçons, avec un Rodman présent dans le collectif, mais pas encore si important qu'il va l'être par la suite. Il est à la culotte de James Worthy, notamment pour ceux qui ont vu ou aimeraient voir ces finales. C'est notamment le duel James Worthy-Dennis Rodman qui est à suivre de très près. Donc au cours de la saison 89-90, il va devenir titulaire petit à petit au poste 3, hein, d'abord en ailier. Et puis en playoff, il va carrément monter en puissance en playoff 90, qui vont voir les Pistons être champions. Du coup, à partir de la saison 90-91, il est titulaire. Là, ça commence à pas rigoler. Il va être défenseur de l'année 2 fois. Ça défend tous les postes en fait. Dennis Rodman, sur sa carrière, il le fait vraiment. Aux Pistons, on va dire qu'il était peut-être un peu trop ledge pour défendre les gros pivots. Allez. Et sur la fin de carrière, il était peut-être plus assez mobile pour défendre les meneurs arrière rapides, mais dans la continuité de sa carrière, il a tout défendu. Il a défendu Michael Jordan, il a défendu Scottie Pippen, Magic Johnson, Shaq, Barkley, Malone, les duels avec Malone, voilà. Et à partir de la saison, si je dis pas de bêtises, 91-92, Chuck Daly se dit titulaire ailier fort, ça va bien le faire. Bim, 7 fois de suite meilleur rebondeur de la NBA, dont la première saison où il est à 18, je sais plus combien par match. Et là, j'ai relevé un petit chiffre intéressant. En chiffre, ça fait 1530 rebonds. Faut redescendre à Wilt pour trouver un mec qui prend 1530 rebonds d'une saison. Et depuis, ça n'a jamais été fait. Non, ça veut dire que les Drummond, les gros avaleurs de rebonds, là, les Kevin Garnett ou les gars comme ça, là, même Barkley ou quoi, ils l'ont pas fait. Putain. Rebondeur incroyable, défenseur incroyable, défend tous les postes, mec bizarre, mec en même temps charismatique et en même temps un peu flippant. Enfin, il est un peu bizarre, l'autre ami Dennis Rodman, complètement barré dans sa tête. Il est complètement unique, quoi. Ouais. Et il fait gagner. Il fait gagner. Oui, non. voilà. Il est un facteur de victoire. Oui. Dans des équipes qui gagnent vraiment, il est un vrai facteur. Tout à fait. C'est-à-dire que je me rappellerai toujours des déclarations des mecs des Sonics après les finales de 96 qui disent ouais, c'est Michael Jordan, le MVP des finales. Même si c'est vrai que c'est peut-être les finales où Michael a été le plus saoulé entre Peyton, Nate McMillan et tout. C'est les moins bons pourcentages au tir de Michael Jordan en finale, ces finales-là de 96. Mais le Game 2 et le Game 6, Dennis Rodman prend une vingtaine de rebonds.
Oui. Il casse les couilles à Sean Kemp comme rarement on l'a fait chier l'ami Sean Kemp, tu vois. Ah non, mais moi j'adore le personnage. Hein, mais... Et donc, je trouve que c'est pas assez haut, tu vois, 76. Moi, Pour le coup, c'est que 10 places dans un top 100. Hein, non, je vois. Voilà. Mais non, tu vois, genre, pour moi, Rodman, c'est vraiment un mec fort. Oui, je pense qu'il est. Fort, non, mais moi, je change pas mon avis sur son à lui en tant que joueur. J'ai juste l'impression que on attache un peu trop d'importance au personnage global. C'est-à-dire que c'est un peu une rockstar. C'est un joueur, c'est un nom que tout le monde connaît. Et donc que ça fait grimper des places aussi. C'est-à-dire que le joueur en lui-même, j'essaie de classer les 100 meilleurs joueurs de l'histoire, le joueur, je ne peux pas le mettre plus haut parce que le joueur est très bon il est excellent all-time dans des aspects très précis, rebond, défense. Quand en fait je l'ai mis en ligne avec les mecs qui étaient certains devant ou à côté, je me suis dit, ouais, lui je peux le prendre, lui je le prends pas, lui je sais pas, oui. Il y en a certains où ça se jouait vraiment de manière ric-rac. Ah bah de toute façon oui, moi aussi, hein. Il y a des mecs ric-rac autour, tu vois, dernier épisode je crois que j'ai mis Nate Thurmond, dans des épisodes précédents j'ai mis Alex English, Melo, qui sont bien évidemment des joueurs offensivement très supérieurs à Rodman, mais sur un terrain de basket je prends Rodman en fait. Très bien. C'est ça que je veux dire, c'est que je comprends le côté rockstar et il est sorti avec Madonna et comment elle s'appelle couleur de cheveux, Carmen Electra, voilà. Couleur de cheveux, roi de la teuf et tout, je pense qu'il y a aussi l'affect qu'ont les gens pour lui et je comprends. Et puis, après, tu vois, genre, il a quand même ce côté, genre, assez fou, quoi, dans un secteur clé du basket, qui est quand même le rebond et la défense. C'est pas le même secteur, mais ça va très fort ensemble. Il est complètement all-time, en fait. Non, bien sûr. De toute façon, on l'avait classé parmi les... Quand je l'avais noté en 76, il est parmi les plus grands athlètes de l'histoire de ce sport. Athlète, et puis quand tu fais le classement des défenseurs extérieurs, tu peux penser au Rodman des Pistons de ses premières années. Et quand tu fais le classement des défenseurs intérieurs, tu peux penser au Rodman des Bulls, quoi. Ah non, c'est sûr. Putain, dans la même carrière, quoi. En tout cas, on est d'accord, ça ne craque pas plus bas, quoi. Enfin, je veux dire, ça aurait pu chez moi. T'y as pensé, après, à un moment donné, putain, il y a un moment. Oui, à un moment, j'ai commencé à me dire, ok, non, en fait, qui a porté sa franchise. Vraiment mieux. Lui, c'est vraiment mieux. Lui, c'est vraiment mieux. Et puis après, je dis ouais, quand même, il me manque un peu de stats en attaque. Voilà. C'est peut-être un des meilleurs. Donné, j'arrive là, quoi. Bien sûr, c'est peut-être un des, et on va en discuter après avec chacun, mais c'est peut-être un des bras droits ou généraux les mieux classés de tous les temps, quoi. Moi, possiblement, faudrait que je vérifie mon classement. Je pense que c'est clairement mon moins bon joueur offensif le mieux classé. Oui, voilà. Bah, ça, j'espère bien. Compliqué après d'ailleurs. Parce qu'il est trop fort. Ouais. Après, il y en a d'autres, mais. Joueur offensif, parce que Rodman c'était quand même faible en termes de production. Ouais, tout à fait. Il y en a où vraiment offensivement c'était pas la folie du tout et c'est très très bien classé. Ah bon ? Ouais. Merde. Je l'ai pas. Pas la folie du tout ? Non. Et genre comme Rodman ? Merde. Bah après Rodman, après lui c'est vraiment un cas à part, mais je veux dire en dessous de 13-14 points de moyenne. Ah, là Rodman c'est en dessous de 8-9 quoi. Ah ça. Non, lui c'est tendu du cul, ouais, tout à fait. Je suis d'accord. Et donc voilà, trop fort en défense, trop fort au rebond, trop de records en fait, on se rend pas compte, le mec faisait que 2 mètres. Hein. Ouais. Tu vois. Donc non, 66, puis je sais pas, 66, je trouve que c'est vraiment, ça lui va bien quoi, c'est le diable quoi. Eh bien, j'ai mis Monsieur Dolchase, dont tu as parlé, je crois, au dernier épisode, oui. Qui était là. Si vous voulez le profil complet, évidemment, vous n'hésitez pas à checker la vidéo de la semaine précédente. Dolchase, je rajoute juste 2-3 petites choses à ce que tu as dit. Le numéro 4, il est retiré chez les Sixers. Franchise quand même avec 2-3 pépères, hein, comme on numéro aime le 10 dire. Retiré d'ailleurs, Rodman, je crois. Numéro 10 retiré aux Pistons. Oui, tout à fait. C'était une autre ère, mais 15 fois les playoffs en 16 ans, Dolchase. L'intérieur dont on a parlé, donc. Et ça va rentrer notamment peut-être, nos spoilers dans le débat du jour. C'est le premier joueur à 15 000 points en carrière. Et c'est le premier à atteindre la barre des 30 000 en points, rebonds, passes. C'est-à-dire que quand la NBA démarre, et que tu commences à avoir des mecs polyvalents dont on compte les statistiques, Dolchase tout de suite met tout le monde d'accord. C'est-à-dire qu'atteindre 15 000 points, aujourd'hui, il y en a qui le font, on se dit aujourd'hui, c'est plus un exploit. Aujourd'hui, c'est quand même très respecté. Non, c'est très respecté, mais il y en a beaucoup. Très respecté, mais il y en a beaucoup, tout à fait. Alors que là, à l'époque, quand t'es le premier de toute l'histoire à faire ça, je respecte, t'as forcément ta place bien haut, donc j'étais obligé de le mettre en avant. Et Monsieur Dolchase, pour ceux qui ne le savent pas, a joué quand même, parce qu'on était dans une autre ère,
pendant 6 semaines en NBA avec une attelle. Donc imaginez aujourd'hui un joueur qui se ramène et qui joue avec une attelle. C'était au bras droit, c'était au poignet droit, puisqu'il s'était fracturé une partie du poignet. Oui, c'est pas grave. Tu joues avec ta main gauche. Ça joue, et il en parlera notamment par la suite en disant c'était pas tout mal parce qu'en fait ça lui a permis de développer sa main gauche, et quand il lui a enlevé son attelle, les défenseurs ont fait genre Il est relou. parce qu'en fait maintenant tu peux tout faire main droite et main gauche, donc c'est un peu relou. Dolph Chase, il est sur les places, c'est ça, 60-70 pour nous all time. On va passer à la place numéro 65. Alex, montre-nous, qu'est-ce que tu as en place 65? Monsieur Hal Greer. Ah, très bien. Un arrière de son état. J'ai un autre arrière. Monsieur Joe Dumars. Ah, ouais, tout à fait. Quoi, tu vas beaucoup plus haut? Non. Non, d'accord. Bah oui, c'est un arrière. Ah oui. Allez, parle-nous de Monsieur Hal Greer. Hall of Famer, une dizaine de fois All-Star, Oui. joueur des Sixers, champion en 67, si je dis pas de bêtises, avec Will Chamberlain. Tout à fait. Il est le lieutenant de Will Chamberlain, clairement. Il est l'arrière-scoreur de Will Chamberlain. Il est l'arrière-scoreur qui va réussir à calmer un peu et à scorer aussi sur la défense des Celtics, notamment, de l'époque où je vous cache pas que c'était pas hyper simple. Hein. Bien sûr. Donc, c'est aussi pour ça que je le mets un peu plus haut que... Parce que statistiquement, Hal Greer, il n'est pas supérieur forcément à Alex English ou à Melo. Oui, c'est une ère différente aussi. Et C'est pas la même ère, mais tu vois, statistiquement, il n'est pas supérieur. Oui, bien sûr. Mais, déjà, il a été lieutenant dans une équipe qui a la bague. Deuxièmement, il n'avait pas encore de ligne à 3 points. Non, c'est sûr. Je pense que par rapport à Melo, par exemple, notamment, tu vois, je pense que ça peut jouer. Parce que je pense qu'Hal Greer, vu son style de jeu, vu le shoot qu'il avait, je pense que la ligne à 3 points aurait pu lui procurer pas mal de points supplémentaires. Il n'est pas le seul de cette époque-là, Non, mais non, en tout cas, lui, il en fait partie. Ouais. Plutôt all-around. Mine de rien, le Hal Greer, ça prend du rebond, ça fait de la passe d'ess, ça intercepte. C'est un joueur, qui participait beaucoup. On a 1122 matchs en carrière en 15 saisons. Il faisait partie des 50 greatest de la NBA en 96-97. Donc du coup, tout ça mis bout à bout, tu vois, il arrive à ma place 65. Je trouve que ça lui va bien. Autre chose où il aurait pu, Hal Greer, rajouter des lignes par rapport à ce qu'on disait, parce qu'il a été 10 fois All-Star, 7 fois All-NBA par rapport à ce qu'on disait la dernière fois. Mais à l'époque, lui, dans la majeure partie de sa carrière, la All-Defensive Team n'existait pas. Et je pense qu'Hal Greer, de ce que j'en ai vu et de ce que j'en ai lu, je pense que ça aurait pu être quelque chose qui l'aurait fortement intéressé. Tout à fait. Voilà. Très polyvalent, Monsieur Hal Greer. Voilà. Donc forcément, il fallait en parler. 65e chez moi, Hal Greer. Eh bien, j'ai mis Monsieur Joe Dumars. Gentleman Joe. Gentleman Joe. Eh oui. Le gentil garçon des mauvais garçons. Tout à fait, on en parlait notamment des lieutenants, des bras droits, des copains qui font le boulot. Joe Dumars, comment ne pas en parler. C'est lui avec notamment Isaiah Thomas, avec Bill Laimbeer, dans le cadre de ces fameux Bad Boys Pistons dans les années 80. Fin des années 80, on est champion. Et dans cette clique de pirates, de tueurs à gages et de mangeurs d'enfants, Joe Dumars, c'est le nice guy. C'est le mec quand même qui est sympa et qui s'occupe des missions défensives suprêmes. Je rappelle, mot pour mot, quand même, que Michael Jordan lui-même a dit que le joueur qui avait le mieux défendu sur lui en carrière, c'est Joe Dumars. Donc là, c'est un petit peu le personnage, parce que notamment, la triade, c'est quand même Chuck Daly, Dennis Rodman et Joe Dumars pour les Jordan Rules. C'est-à-dire que quand, à la fin des années 80 ou pendant les années 80, tu essaies de ralentir le airplane Jordan, bah t'envoies Joe Dumars, il y a les fous à l'arrière, dont Dennis Rodman. Ou Rodman des fois au marquage. Ou Rodman des fois au marquage avec Joe Dumars qui vient faire une petite interception à 2. C'était absolument incroyable. Et Bill incroyable. pour le découpage derrière. Tout à fait, ou Rick Mahorn aussi Bill pour laisser Laimbeer traîner en un coup. défense. Tout à fait. Il est où? Ou Edwards. John Saleh, tu sais. Ouais, 2 fois, putain, c'était terrible. 2 fois champion, 6 fois All-Star, 5 fois All-Defense, MVP des finales de 89. Ils sont back-to-back champions, hein, champions 89 et 90. Et c'est ça, c'est qu'ils se tapent. Donc en 88, on a les Lakers avec la série qui est absolument incroyable en finale. Ça perd. En 89, tu les retrouves. Les Lakers sont sur les rotules. Mais alors, Joe Dumars, tout à fait, c'est un 4-0 des Pistons sur les Lakers de Magic Johnson notamment. Et Magic commence à être bien essoufflé. Et le plan de jeu, il est très simple. Joe Dumars était défendu par Magic.
Vas-y, mon grand. On y va. Ouais. 27 points de moyenne, match, bien sûr. Et donc MVP des finales, Joe Dumars qui va quand même aller chercher un gros trophée. On en a parlé la semaine dernière, mais MVP des finales quand même, c'est quelque chose. C'est du lourd. Voilà, et c'est pas à la André Godola. No disrespect envers André. C'est vraiment lui le meilleur joueur des finales, franchement. Tout à fait. Le pic de Joe Dumars, il est assez bas, ma foi, parce que quand on regarde toute sa carrière, c'est un excellent lieutenant, mais jamais il nous a offert des moyennes statistiques incroyables. Non, même au début des années 90, c'est là qu'il fait les plus grosses régulières. Bah parce que Isaiah Thomas laisse sa place, match, ouais. C'est ça, il monte à 23 points, il y a la transition avec Grant Hill, donc il va notamment jouer un peu meneur, mais Joe Dumars, il aura été All-Star, mais sans monter à 25-27 points de moyenne, quoi. Le numéro 4 est retiré évidemment à Détroit. Le trophée de meilleur coéquipier Sportsmanship Award. Le premier, c'est lui. Mon jeu 1. C'est le premier, lui. C'est le premier, et le trophée est nommé après lui. C'est le Joe Dumars Trophy. Donc ça vous donne aussi une idée un petit peu de ce garçon. C'est la classe quand même, ça. Tout à fait, quand même. Et enfin, si je le mets aussi là, et parce que je ne peux pas le mettre plus bas, c'est qu'il y a la post-carrière, c'est-à-dire que derrière, Joe Dumars, c'est exécutif de l'année en 2003. Non, c'est 2004. Non, je crois que l'exécutif de l'année c'est 2003. Ah, peut-être t'as raison. Et qu'après en 2004, il remporte le titre, parce que peut-être qu'après la draft de Darko Milicic, ils n'ont pas donné l'exécutif de l'année. C'est la draft 2003. Mais dans tous les cas, c'est 2004 l'exécutif de l'année, je crois. Je crois. Et notamment, d'un point de vue barrière, notamment, c'est le premier exécutif afro-américain à remporter ce trophée et être titré en tant que boss. Ça a aussi brisé des barrières, monsieur Joe Dumars. C'est vrai qu'il a fait des conneries à la tête des Pistons, mais on peut pas lui enlever qu'il construit le titre de 2004, quoi. Pas tant que ça, tout à fait. Et quand tu regardes derrière et que tu te dis, bon, il y a la carrière en tant que joueur, qui est exceptionnelle, et que tu as 14 ans de présidence, 6 finales de conférence, ça va, quoi. Quand même, plus un titre, c'est bien. Je termine juste avec Joe Dumars avec la fameuse anecdote pour ceux qui ne la connaissent pas. Je vous conseille notamment d'aller vous renseigner dessus. On est au final de 1990 face aux Blazers, Game 3. Joe Dumars avec son papa était malade, qu'il allait bientôt décéder. Il avait demandé à ce qu'on ne l'informe pas avant match si son père décédait. 90 minutes avant le Game 3, il décède. Tous les joueurs, Isaiah Thomas, Chuck Daly, tous les joueurs sont au courant. Lui ne le sait pas. Il met 33 points. Il fait un de ses meilleurs matchs en carrière. Cette équipe, elle est incroyable. Ouf, cette équipe. Il met 33 points. Il y a notamment un shoot, une espèce de prière envoyée en l'air où il regarde le banc après l'avoir mis et il fait qu'est-ce qui se passe. Et la moitié du banc à la boule au ventre. Mais tu lui dis pas. Non, mais bien sûr, mais c'est un truc de fou. Et il y en a qui disent c'est son papa, quoi. Qui a notamment mis ce shoot, quoi. C'est une action assez mémorable dans l'histoire des Pistons. Ah non, mais cette équipe-là, elle est spéciale. Ouais. Et Joe Dumars derrière, après le match, va la prendre, va au funérailles, il revient. Game 4, il met 26 points. Non, mais c'est des malades. Cette équipe-là, c'est des malades. Non, mais oui, mais juste Joe Dumars. Joe Dumars, c'est un malade, mais l'équipe. C'est un grand malade. Parce que si t'as pas l'équipe, c'est pas possible, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont. Comment tu peux jouer toi-même ? Il y en a qui sont scandalisés, qui se disent attends, tout le monde est au courant, mais lui ne l'est pas. Comment tu peux jouer quand même ? C'est chaud aussi pour les coéquipiers. Tout à fait, mais ça c'est la première réaction. Et la deuxième qu'on a quand on regarde les témoignages de Isaiah Thomas et tous les gars derrière, c'est qu'ils se sont dit quand nous on sait ça et que notre boy là qui est en train de se défoncer, on se met tous à plat ventre là sur le terrain. Et donc ils vont aller gagner à Portland. Et cette histoire elle est fabuleuse parce que Joe Dumars derrière. Il l'aime bien, il fait des finales de grands malades. Bien sûr. Très sérieux. Et c'est terminé par Vinnie Johnson, évidemment, 4-1 pour les Pistons face à Portland. C'était pas assez fort les Blazers, mais quand même. Non, bien sûr. Joe Dumars, c'est absolument incroyable. Donc avec ce Game 3 des finales 90 et MVP des finales des années 88, j'étais obligé. Non, mais je pouvais pas le mettre plus bas. Qu'on parle de ce genre de joueur. Bien sûr. Parce que dans les Bad Boys, c'est jamais lui qui sort tellement en premier. Alors que au niveau talent, au niveau mentalité, au niveau complémentarité aussi dans un effectif, c'est du rêve un joueur comme ça. C'est incroyable. T'as trop envie de l'avoir. N'importe quel coach a envie d'avoir ce joueur. Tu lui enlèverais malheureusement cette histoire de Darko Milicic, deuxième choix de draft de 2003. Ça serait la carrière quasi parfaite en tant que joueur et exécutif. Hein. Je suis d'accord. On lui met souvent cette étiquette de Darko Milicic et Dieu sait si elle est méritée. Hein, parce que c'est un bust incroyable. C'est une grosse erreur. Surtout vu les mecs qu'il y a derrière. Mais bon, c'est comme ça. Gentleman Joe, 65e. On passe en 64 ? Allez. Eh bien, je vais faire dans l'original. Moi aussi. Robert Parrish. Al Greer. Ok, donc deux joueurs que moi, Al Greer, je viens de le citer. Robert Parrish, je crois que c'était la vidéo précédente, toi. Oui, c'est ça, Robert Parrish. Tu pourras ajouter des petits points sur Robert. Parle-nous d'Al Greer si tu veux. Al Greer, je complète juste avec ce que tu as dit. Tu as été très complet. Juste pour ceux qui ne le savent pas, donc la franchise des Sixers a une bonne petite histoire. C'est qui le mec qui a joué le plus de matchs et le leader Ah ouais, non, il en a trop des trucs comme ça. C'est le meilleur marqueur de l'histoire de la franchise. Meilleur marqueur et pas que. Nombre de matchs joués, nombre de minutes aussi.
de Sixers. Les Sixers de Philadelphie. Non. Al Greer, c'est le meilleur marqueur de l'histoire des Sixers. Barclay, Iverson, Julius Erving, c'est très violent. Mochix, tout ça, non. Tout à fait. Derrière. Adoubé totalement. Tu en parlais tout à l'heure par rapport au All-NBA Defensive Team, etc. Mais même ne serait-ce que les All-NBA Teams, malheureusement pour lui, c'était difficile d'accéder à la première. Pourquoi ? Parce qu'il est dans l'ère de Jerry West et Oscar Robertson, et que les deux le disent clairement, le troisième meilleur arrière de notre génération, c'est Al Greer. Arrière meneur. Derrière Jerry West et Oscar Robertson, c'est Al Greer pour ces gars-là. D'accord. Après, il peut y avoir d'autres gars qui rentrent en considération, mais honnêtement, quand tu fais le tour des années 60, en termes de carrière, Sam Jones aussi a sa discussion, tout à fait. Mais je pense que si Jerry West et Oscar Robertson le disent, oui, tout à fait. moi je veux bien les écouter. Une petite raison quand même. Tout à fait, je veux bien les écouter. Donc juste ça, le duo, tu l'as mentionné avec Will Chamberlain, numéro 15, retiré à Philadelphie, petite statue devant le centre d'entraînement des Sixers, Monsieur Al Greer. Et pour ceux qui veulent le savoir, eh bien, allez sur Google Maps et tapez Al Greer. Un des plus gros boulevards de Huntington en Virginie Ouest, c'est le Al Greer Boulevard. Moi je veux bien avoir une rue, hein. Mais ce ne sera pas la David Stern Street quand même. Al Greer Boulevard. C'est cool. Il y a une Dirk Nowitzki Avenue qui est sortie à Dallas, là on est d'accord ? La highway, ouais, la highway de Dirk Nowitzki, ouais. Où on avait dit qu'on pouvait rouler qu'à 14 km/h. Les gros cons. Ils sont cons. Oui. Robert Parrish pour Bibi, t'en as bien parlé la dernière fois. Hall of Famer, The Chief, 1611 matchs, 4 titres, donc 3 avec les Celtics et 1 en 97 avec les Bulls. Clac, 4 titres, bien joué, bout de banc. Tranquille, bien joué ça. Je l'ai. Ce qui est assez intéressant, c'est que le mec a le record de longévité dans la ligue, enfin, pas record de longévité, mais record donc de nombre de matchs joués, 1611, et 43 ans. 43 ans. 43 ans, c'est très sérieux. Bon, on sait qu'il y a un certain monsieur Vincent Cartier qui va peut-être tout ça. Mais ce qui est assez intéressant, quand tu fouines un peu dans l'histoire de Robert Parrish, tu te rends compte que dans les déclats et tout, quand il était plus jeune, il aimait même pas tant que ça le basket. Il préférait le foot ou le baseball. T'as même des témoignages de Robert Parrish lui-même qui dit que quand il est arrivé en NBA par les Warriors, ça s'est pas très bien passé pour lui, l'équipe gagnait rien, défaites, et tout, c'était des défaites, il était mal utilisé, il s'est tout de suite dit qu'il ferait pas une longue carrière. C'est quand même marrant que le mec qui fait la carrière la plus longue de l'histoire, quand il est arrivé en NBA, il s'est dit on peut rester longtemps. Il devait être keuf, je vais pas traîner moi les gars. Sûr, je vais faire 1611 matchs puis je vais y aller. Sans déconner, c'est énorme. Moi, le mec repousse tous les ans. Ouais, je continue encore un peu là. C'est mal comme plan. Ça c'est quand même énorme quoi. Ouais. Donc voilà. Et puis bon 8e rebondeur all time quand même. Quand tu joues autant forcément. Et j'ai regardé le classement. Bon, il y a Dwight qui est un peu derrière lui à quoi il a quand même bien il y a bien 1000 rebonds de retard. Donc c'est quand même, faut voir si Dwight va encore prendre 1000 rebonds en carrière, on verra. Et à part ça, il n'y a personne d'autre pour l'instant dans les joueurs en activité. Je sais pas qui va venir chercher ça en fait. Il y a Dédé. Ouais, n'empêche qu'il va falloir cravache. Il va falloir jouer très longtemps. Il va pas falloir qu'il se blesse, tout ça, parce que l'autre il a fait 1611 matchs, tu vois. Donc c'est quand même un client très sérieux. Voilà, je l'ai mis 64e. Et ce qu'on oublie souvent, je crois que je l'avais dit, c'est il y a plus de 20 000 points. Ah grave, plus de 20 000 23 000 points. 23 334 points, ce qui le classe 27e. Mais j'ai parlé des rebonds parce qu'il est 8e, parce qu'on oublie souvent son scoring. Des rebonds, tout à fait. On oublie souvent son scoring en fait. C'est-à-dire que le club du 23 000, 14 000... il n'y a pas grand monde. Ah non, ça on est d'accord. Il y a de la place au niveau des joueurs. Il n'y a pas grand monde. Après, il n'y a pas grand monde qui a fait 1600 matchs. C'est vrai que quand tu fais 1600 matchs, tu en accumules des trucs. Mais voilà, la longévité n'est pas non plus un défaut. Donc voilà, il est là. Il est là, mon Robert. Monsieur évidemment, Robert Parrish. Le 0, je crois que tu l'avais dit, est retiré, bien sûr, aux Celtics, évidemment. Ça, c'est sûr et certain. Voilà les reveals. Magnifique, du coup, on va montrer le gros tableau. Merci Léon, voici le tableau d'Alex qui tu nous as mis aujourd'hui. En 66, le Diable, Dennis Rodman, le Ver de Terre, le Worm, le Loco, le Rodzilla, tout ce que vous voulez, tout ça. En 65, Monsieur Al Greer, le 3e meilleur meneur meilleur arrière derrière Jerry West et Oscar Robertson, selon Jerry West et Oscar Robertson. Sur les années 60. Sur les années 60, évidemment. Et en 64, comme je viens de le dire, Monsieur Robert Parrish, The Chief. Et magnifique, je vous montre du coup mon tableau aussi, où vous avez pu voir notamment Dolph Schayes, Monsieur Joe Dumars et Al Greer aux places respectives 66, 65, 64. On va pouvoir partir sur le petit débat, avant que je m'étouffe. Le débat du jour, il est lié notamment à une question qui est revenue souvent dans les commentaires, c'est par rapport au record. C'est-à-dire qu'on est dans une ère, nous, on voit de plus en plus, où
parce qu'il y a un accès à une information qui est incroyable, on a des records qui tombent tous les jours. Il faut dire aussi que il est le plus jeune joueur à faire 12 363 points à 58,2% au tir. Avec un t-shirt rouge. Ouais, et 14 rebonds. On est mangé des cannelloni la veille. Donc forcément, il y a des nouveaux records tous les jours. Donc, plusieurs aspects par rapport au débat du jour. Premièrement, est-ce qu'on n'est pas trop aussi dans une surstatistication du jeu, et on va pouvoir en débattre. Et l'autre question, c'est ceux qui ont été là au début, qui sont en train de se faire passer parce qu'il y a cette surinformation, est-ce qu'on les oublie un petit peu trop alors qu'ils ont des records ? C'est-à-dire, quand je parle de Dolph Chase, qui est le premier à atteindre 15 000 points, aujourd'hui, le mec s'est fait surpasser par plein de monde. Mais du coup, est-ce qu'on oublie ça ? Est-ce que des mecs qui ont été les premiers à mettre 20 000 points, 25 000 points, tu venais de parler de Dennis Rodman. Dennis Rodman, il a des records, mais on les oublie. On les oublie parce que c'est dans ce fouillis de records all-time. Et donc, tout le sujet autour des records et des statistiques, c'est un petit peu le débat du jour, notamment tourné autour de l'ère actuelle où on en a un peu trop. Oui, alors, c'est clair qu'on a un peu trop de stats parce que c'est le règne de l'analytique, c'est le règne du pourcentage, c'est le règne de... Hein ? De l'info. Non, mais il y a l'info et il y a aussi l'analytics. C'est-à-dire que beaucoup d'équipes ont fait des choix très clairs. On le voit là récemment, il y a une shot chart qui est sortie. Il y avait une shot chart de Kirk Goldsberry, ouais. Ouais, shot chart du début des années 2000, hein, donc pas un truc de... pas la préhistoire, hein, le début des années 2000. Où là, tu vois que c'est bien réparti entre la raquette, un peu de 3 points, puis un peu de mi-distance. Et il y a une shot chart de cette année ou de la saison dernière, où il y a que les 3 points ou dans la raquette. Ça fait un logo Wi-Fi. Ouais. Raquette et... C'est vrai. Bien hein. sûr. Donc, ça, c'est l'analytics qui veut ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup de GM, beaucoup de coachs qui se sont mis à faire « Ok, le mid-range, en fait, non. Ce n'est pas rentable. » Ce qui est dommage. C'est dommage, et une en erreur. plus... on se retrouve en play-off. Hashtag Kawhi Leonard. Hashtag Kevin Durant. Je demande à voir. Hashtag Kevin Durant. Même Kobe, hein. Hashtag LeBron, Kobe, Jordan. Tu vois. Enfin, non. Donc voilà, même, je sais pas, sans aller jusqu'à ces monstres-là, genre DeMar DeRozan, Bradley Beal. Bien sûr. Tu vois, McCollum. Ou tout le débat qu'il y a autour des Ben Simmons et des Giannis. Ce sont des attaquants absolument incroyables qui ont un vrai shoot mid-range et qui arrivent à scorer grâce à ça, puisque ça laisse des espaces et ça rapporte toujours 2 points à un moment donné. Donc, ça, c'est le côté analytics. Ensuite, pour revenir sur le côté info, bah oui, maintenant on sait tout, on voit tout. Donc on peut juger nous-mêmes. Je veux dire, moi, tout seul, dans mon coin, je peux aller sur Basketball Référence, sur StatMuse, et je vais te sortir des nouveaux records. Moi, je fais... Au fait, moi, j'ai regardé, j'ai fait mes petites recherches. Personne n'a fait ça un lundi en mars. Exactement. J'ai vu que machin... En fait, il est le premier joueur de moins de 25 ans et 200 jours à avoir pris tant de rebonds. Tu vois, genre... Donc et c'est ça qui me trouble un peu, si tu veux. Ouais. C'est que ce qui me trouble, c'est dans le sens où, vu comment on évolue, quand tu regardes par exemple des fichiers qui sont faits sur des légendes et des joueurs, on essaie de mettre quand même certains points importants. Mais là, tu vois par exemple ce qui se passe avec un Luka Doncic, je sais même plus par où passer tellement sa fiche va être remplie, parce qu'ils vont dire que c'est le plus jeune à avoir fait 25-5 pendant 25 matchs, que lui, il a été à 40% à 3 points. Et donc du coup, dans ce fouillis, ne ressort plus les vrais records importants. Je suis d'accord, mais par contre, quand il s'agit de classer, ou quand il s'agit de vraiment prendre du recul sur le jeu, ou dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quand on voudra prendre du recul sur la carrière de Luka Doncic, t'inquiète pas, il restera les vrais trucs. Regarde aujourd'hui. Mais si, regarde aujourd'hui. Mais j'ai pas peur de ça, en fait. Ah bon ? J'ai pas peur de ça, j'ai pas peur du fait que ce soit un fouillis et qu'on s'y retrouve pas dans 10-15 ans. C'est simplement que du coup, aujourd'hui, dans l'état actuel, quand on essaie de comparer les joueurs, viennent tout de suite ces histoires de records. C'est-à-dire que là, ces dernières années, on a vu ce qui s'est passé avec Curry avec les tirs de rebond, avec Westbrook avec une abondance de triple-double. On ne sait plus du coup ce que c'est par exemple un triple-double. On ne sait plus quelle est l'importance vraiment qu'a un triple-double. Parce que Westbrook, il a cassé un peu ce délire aussi. Parce qu'il a cassé ce délire, exactement. Mais parce qu'il a... Mais tu sais, c'est un peu comme... On a rendu totalement anodin le triple-double. Alors que quand même, merde, c'est une performance en soi, quoi. Et on a tendance à dire, lui n'a jamais fait ça, ça n'a jamais fait ça. Enfin, c'est ça qui m'embête un petit peu. C'est qu'il y a vraiment des aspects du jeu qu'on met beaucoup moins en avant pour sublimer le triple-double et le plus jeune et le premier à avoir. Enfin, c'est... Oui, c'est parce qu'on en veut toujours plus, parce que les records doivent être faits pour être battus. Mais au final, les vrais gros records dans les grandes catégories statistiques importantes qui comptent vraiment, d'ailleurs on le voit bien, ils sont très durs à aller chercher, même avec les monstres d'aujourd'hui.
Genre, le prochain qui va nous faire 7 fois meilleur rebondeur de suite de la ligue. Ah non, mais parce qu'on vient de parler de Rodman, là, par exemple. Bah putain, le prochain qui va donc aller taper 1530 rebonds en une saison, on voit bien que c'est pas simple, en fait. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, genre, ce genre de truc-là est compliqué. Alors oui, moi je dirais surtout, il y a des, entre guillemets, un peu nouveaux records. C'est-à-dire que... Et il faut dire qu'ils sont souvent liés à des ovnis aussi, parce que Russell Westbrook et Luka Doncic, dans le genre, dans des rôles différents et dans des styles différents, mais dans le genre ovni statistique, ils se posent là. Et les ovnis statistiques, ça mène toujours à des records nouveaux. Genre LeBron a défoncé tous les trucs de précocité. Mais pourquoi il a défoncé tous les trucs de précocité ? Parce qu'il est arrivé hyper jeune. C'est ça. Car à un moment donné, plein de joueurs ne peuvent même pas rivaliser de toute façon avec tous ces trucs de précocité que LeBron a défoncé, puisqu'ils sont arrivés 2 ans plus tard. Ils avaient 20 ans alors que LeBron avait 18, tu vois. Donc ça, c'est le jeu. Je pense que Luka Doncic, dans son genre, va aussi défoncer pas mal de trucs de précocité, parce que l'autre, il est professionnel depuis qu'il a 8 ans. Alors, tout à fait. J'exagère, mais tu vois ce que je veux c'est dire. juste les. Tout à fait. Je suis d'accord. C'est juste le premier à avoir. C'est-à-dire que moi, j'aime bien essayer de prendre une performance statistique ou une saison statistique ou un mois statistique pour ce qu'il est. Je n'ai pas besoin de savoir si par exemple Doncic ou Giannis sont les premiers à tourner en 30-10-5. Je veux juste savoir qu'il a tourné en 30-10-5. C'est pas parce que le dernier mec à avoir fait ça, c'est un mec obscur d'il y a 30 ans, que du coup je vais me dire ouah, c'est incroyable. La performance en elle-même devrait prévaloir, tu vois, plutôt que de devoir tout le temps ajouter ça. Mais ça, c'est aussi le jeu des réseaux sociaux. Mais c'est justement ça le jeu d'aujourd'hui. Il faut faire avec. Et puis c'est à chacun. Moi, je trouve pas ça si. Ça me dérange pas plus que ça. En fait, moi en soi, ça peut ne pas me déranger, mais c'est juste l'abondance. Quel est le matin auquel maintenant on se réveille et il n'y a pas waouh, c'est les premiers A, c'est le premier A, c'est le premier A. C'est bien. Top. C'est aussi à nous, médias, mais non, passionnés, de trier. Bah tu tries et tu tranches, bien sûr. De trier, c'est à nous. Mais après, on peut faire le boulot qu'on veut. Chacun a envie de parler des records qu'il veut. Bien sûr, mais nous on peut faire le boulot qu'on veut. T'as quand même des gros. Enfin, je veux dire, si la NBA bombarde dans ce sens-là, tu peux pas. Nous, on est sympa avec la France et les francophones. Mais et on peut pas non plus lutter contre ça, tu vois. Ah ouais, non, je te dis pas qu'on peut lutter, mais on peut trier. On peut mettre en avant ce qu'on a envie de mettre en avant. On peut discuter. Et puis si quelqu'un préfère discuter d'un record qui nous intéresse pas, bah c'est pas grave. Non mais bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, des records, il y en a tout le temps, vu que le premier à faire ci, le premier à faire ça, vu qu'il y a de plus en plus de stats, on crée des nouveaux records. Forcément, on crée des nouveaux records, tu vois. Surtout qu'en plus, le jeu évolue. Tu parlais de Stephen Curry, par exemple. Stephen Curry, il a révolutionné l'utilisation et la qualité de shoot à 3 points. J'ai pas peur de le dire, il a complètement révolutionné le délire. Maintenant, il se fait copier par plein de gens. Ouais. Pour l'instant, il est le seul à avoir fait une saison avec 403 points. Rentrés. Je parle rentrés. C'est du lourd. 403 points rentrés. Ça, c'est un record dingue. D'accord. Parce qu'on arrive à l'isoler sur toute une saison. Enfin, je veux dire, il y a une signification. C'est-à-dire que dans un espace-temps où tu es dans ton prime, tu as cassé des règles. Voilà. Et donc à ce moment-là, oui, ça signifie quelque chose. Celui-là, il signifie quelque chose. Et celui-là, on n'est pas prêt de l'oublier. Bien Sauf sûr. si y a 5 mecs de suite qui se mettent à nous passer les 403 points. Et ouais. James Harden, il peut. Trae Young, il pourrait un jour. Mais tout à fait qu'ils peuvent, mais Lillard, j'en sais rien, moi. ce sera dans la façon dont la saison s'est déroulée aussi, c'est-à-dire que Curry, c'était vraiment son arme principale, alors que là, il y en a qui l'utilisent dans le cadre de leur Curry, jeu. il a fait ça au milieu d'une saison de MVP unanime, machin, un espèce C'est ça de aussi. chèque de 80 matchs. On est d'accord C'est ce qui fait que je l'isole. Ce que je veux juste dire, c'est que il y a des records nouveaux où on est tous là en train de se marrer. Ouais, lol, c'est quoi ce record de merde ? J'ai vu quoi, là, Et au milieu de tout ça, notamment par exemple ce qu'est en train de faire Luka Doncic, c'est bourré de records où a posteriori on se dit putain, c'est vrai qu'il a fait tout ça à sa saison de sophomore et tout. Tu vois, il est en train de construire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est des records dont on a un peu rien à branler, là le premier à faire ci, le premier à faire ça, le premier à faire truc et tout. Mais petit à petit là, il est en train d'accumuler. Si ça se trouve, on a devant nous un jeune Slovène qui va devenir, mais comme ça, finger in the zone, le détenteur du plus grand nombre de triple-double de l'histoire de la NBA. Et à ce moment-là, si ça se trouve. Et à ce moment-là, très bien. Mais c'est juste que de me dire que ça aurait été le plus jeune devant Michel ou Micheline à l'avoir fait. Ouais, ok, bon, bah d'accord, on s'en fout. Non, mais c'est juste c'est juste que du coup, quand tu regardes par exemple sa saison-là, tu te dis qu'il aura été en 30-10-10, en 30 points de rebond passe. Tu ne te seras pas dit, ah, alors voyons voir qui a fait ça à 21 ans.
c'est un petit peu cette recherche. C'est un critère de plus, quoi. Bah ouais, mais en ce moment, tu vois, qu'est-ce que j'ai vu l'autre jour comme connerie là. En plus, putain, ça concernait les Hawks, donc il y a beaucoup de conneries qui concernent. Moi, c'est plutôt sur les clubs qui se créent, genre. Tout à fait. Ils sont que 3 dans le club des 13 500, 8 000, 2000, machin, 1000 non, mais c'est ça. À 43%, et avec ceci, et il avait fait caca le matin. Vas-y, c'est bon. Non, mais ça me fait chier ces clubs. Les clubs, mais ça me saoule. Mais ça rentre aussi dans ces clubs-là. C'est qu'il y en a qui vont dire on n'a jamais vu ça depuis tel mec, donc ils rentrent dans ce club-là. Ça va souvent ensemble. Hein. Moi, j'ai vu des trucs à la con. J'ai vu l'autre jour 3 mecs en double-double, je crois que c'était à Atlanta, quoi. 3 mecs en double-double à moins de 22 ans. J'étais là. Ouais, lol. En fait, je préférais qu'on parle de la victoire, tu vois, ou de la défaite, ou j'en sais. Enfin, un truc de fait de match, tu vois. Là, tu touches un vrai. Genre là, moi, ça me saoule parce que ça prend tellement le dessus que je me dis putain, mais genre. Tu touches un vrai point, c'est-à-dire que faut qu'on fasse attention, nous tous entre guillemets fans de NBA, à pas se laisser dicter par les records, par les analytics purs, et d'en oublier pas de regarder les matchs, mais de les apprécier. Enfin, je sais pas bien si sûr. Je m'exprime bien. Non, mais clairement, donc tu vois, exactement. Et donc vient par exemple le truc autour de Harden, qui est un joueur polarisant à balle. Et quand tu le vois jouer en ce moment, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais offensivement c'est incroyable. Je n'ai pas besoin de savoir forcément que. Ok, c'est bien de savoir qu'on n'a pas vu ça depuis Wilt par exemple, parce que là, du coup, ça fait quand même, du coup, ça crée un contexte qui est assez énorme. Puis ça pique. Tout à fait. Mais que je sache quand il est joueur de la semaine ou joueur du mois, qu'on n'a pas vu un mois comme ça depuis Westbrook il y a 1 an et demi ou je sais pas quoi, en fait, ça crée une confusion qui dénature, je trouve, certains records. Et c'est ça qui m'embête un petit peu, c'est que pour ceux du coup qui ont réalisé des records par le passé. Du coup, ça les rend totalement, pour certains, ça les rend totalement random, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, un Jason Kidd, il va se faire dépasser, si ça se trouve, par un Nikola Jokic en termes de triple-double, et les gens vont faire genre, du coup, il est moins bon, tu vois. Alors que c'est une ère qui est différente, et c'était un record à l'époque, mais qu'on a oublié parce qu'on est dans la culture de l'instant, et qu'on oublie ce qui s'est passé, en fait, il y a 3 ans, quoi. Ça, la culture de l'instant, c'est encore autre chose. Ouais, mais ça va dans le cadre tout à fait, mais ça va dans le cadre des statistiques. C'est-à-dire qu'un mec comme Kidd ou comme Oscar Robertson, on se dit, du coup, pas Oscar, parce que lui, c'est vraiment tendu, mais pour Jason Kidd, par exemple, ou pour Magic Johnson, bien sûr, qui a fait les triple-doubles dans une ère différente, je suis sûr que s'il y avait Twitter à l'époque, on aurait fait genre waouh. Enfin. Et puis surtout faire les triple-doubles que fait Jason Kidd, c'est beaucoup plus compliqué que de les faire aujourd'hui. Et la pace du début des années 2000, lol quoi. C'est ça. Genre il a fait ça avec franchement 10 possessions de moins par match, non ? Je pense, je dirais. Oui, voilà. Donc du coup ça. D'équipe, 10 possessions. Donc c'est censé valoriser son record à lui. Où tu te dis du coup on va se permettre, on extrapole. Quand on arrivera à Jason Kidd dans le top 100, t'inquiète pas. Mais c'est pas tout de suite. Non, bien sûr. C'est la semaine prochaine. Très bien. Non mais bien sûr, mais il faut remettre dans le contexte. Et c'est ça parfois par rapport au record, c'est qu'on est dans une ère de NBA tellement offensive, statistifiée, ou je sais pas quel terme tu veux utiliser, mais numérisée, que. Non mais les stats sont un paramètre extrêmement important du basket. Elles se traduisent dans certains cas en records. Comme pour Manu, tu vois. Ces records sont. En fait, c'est comme tout. Il faut savoir trier dans les records. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a des records où tu es en droit de te dire ouais, enfin bon, je m'en fous en fait. Genre moi, je trouve que ce record n'apporte rien vraiment à ce joueur. Et de temps en temps, tu vas faire ah ouais quand même. Tu vois, genre, je sais pas. Genre, moi, je suis désolé, mais quand on reviendra en arrière, c'est chacun ses goûts. Je juge pas le joueur du tout en fait. C'est pas forcément le joueur que je kiffe le plus ou quoi. Mais quand on reviendra en arrière, qu'on se dira putain, Russell Westbrook, il a enchaîné 3 saisons de suite en triple-double de moyenne. Tu vois, genre putain, il y a une saison, on en a fait 42, quoi, c'est plus d'un match sur 2. Bien sûr. Et là, on se dira, on sera obligé de se dire, genre même si c'est des stats, des machins et tout, on dira, ok, mais il a énervé du monde en fin de match, mais quel joueur. Mais ça va parce que comme tu le dis, c'est ça, faut trier dans les records. Tout à fait, mais parce que ça porte sur une saison. Quand tu fais un travail comme ça sur 8 mois étalés, c'est incroyable. Quand tu le fais un vendredi après-midi parce que t'as joué les Grizzlies en back-to-back ou je sais pas quelle franchise, ah si, on s'en bat les couilles. C'est différent, exactement, tout à fait. C'est un peu relou. Donc je sais pas dans quelle tendance ça va, mais je t'avoue que il y a souvent des moments où en fait tu débarques sur les réseaux sociaux, là tout Twitter et tu fais genre je slide 3 fois et il y a déjà 150 chiffres quoi. Et le basket a beau être évidemment centré autour de la performance numérique, faut essayer de compenser ça. Tu vois, on en rigole souvent et Dieu sait si ça va être difficile quand je vais mentionner Magic Johnson en mai. Mais il y a des trucs comme ça aussi qui sont liés, enfin qui sont pas du tout liés à la stat quoi. Tu vois. Et puis ce qui est rassurant quand même, c'est qu'à la fin, ce sont pas les chiffres qui gagnent, c'est la meilleure équipe. Point barre. Oui. Et ça, c'est quand même rassurant.
Tu vois, Russell Westbrook, il a beau faire tous les triples-doubles de la terre qu'il veut, il a beau avoir une activité complètement incroyable, et il a une dose de hater hallucinante et il le mérite très régulièrement parce que monsieur n'a pour l'instant jamais été vraiment capable de vraiment nous élever son niveau de jeu avec une équipe en main, quoi. Tu vois, et il a beau faire tous les triples-doubles de la terre qu'il veut, James Harden, il peut nous foutre 50 points par match s'il veut pendant toute la régulière. S'il va pas en finale NBA, mon pote. Bien sûr. Je suis bien d'accord. Merci, au revoir. Il faudra, bien sûr. Il faudra remettre ça aussi au centre de la table. C'est ça que je veux dire. À la fin, c'est la meilleure équipe qui gagne. Je suis bien d'accord. Ça reste un sport co. Et c'est ce qui sépare aussi la régulière des playoffs. Hein. C'est que la régulière, souvent, quand on la regarde, on fait genre, qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Ah ouais, il a fait son 15e triple de suite. Par contre, en playoff, il a mené son équipe jusqu'au titre. Ouais. Wow. Et tu sais, même en régulière, c'est quand même souvent l'équipe qui joue le mieux. Qui gagne le plus de matchs. Hein. Oui, tout à fait. L'équipe qui joue le mieux, c'est pas forcément. Tu vois les Rockets de James Harden, là au moment où on parle cette saison, James Harden est encore parti dans une saison individuelle incroyable. Bien sûr. Bon, les Rockets, ça se trouve, ils seront pas non plus si haut. Enfin, ils vont avoir une bonne place, mais ils seront peut-être pas aussi haut que ce que pourrait le faire croire le niveau de James Harden. Ce qui remet évidemment. Tu vois ce que je veux dire ? Qui remet évidemment en cause certaines pertinences statistiques. Dites-nous ce que vous pensez justement par rapport à ce petit débat, la place des stats dans la NBA actuelle, vers où on va, d'où on vient. Nous, dans tous les cas, vous le savez, on se retrouvera lundi prochain. Ouais. Pour les places 63, 62 et 61. Wow ! Bientôt la moitié. Ça commence à piquer là. Hein. Ça sent la grosse. Tu sais que ça va commencer à piquer là, à force. Hein. Il va y avoir de la légende all-time que vous connaissez tous. Des bisous à tous. Excellente semaine sur Trash Talk. Et à lundi prochain. Ciao.